conflit à la fois avec sa famille, mais aussi il y aura aussi un conflit interne envers lui-même. C'est-à-dire les règles familiales qu'il a dans le... Il y a aussi l'autoritarisme des papas. Dans nos habitudes ici, le papa doit être sévère. Il doit valoriser son autorité en famille. Ce sont des stéréotypes sociaux que les parents adoptent et les enfants ne vont plus se mettre en accord avec leurs parents. La séparation des parents a une répercussion sur les relations entre enfants et parents. Qui a accepté de prendre l'enfant en charge? Très souvent, les parents culpabilisent l'enfant des fautes commises par son partenaire dans le passé. Si l'enfant vit avec sa mère et que l'enfant commet une faute, la mère va commencer à dire « Tu as adopté le comportement de ton père ». Et cela ronge l'enfant. Si l'enfant vit avec son père, ce sera la même chose. Le père va dire « Ce sont les habitudes de ta mère que tu amènes ici chez moi ». Et avec ces mots-là, l'enfant ne sera pas en bon terme avec la deuxième femme de son père ou avec le nouveau mari de sa mère. L'alcoolisme des deux parents ou d'un des parents nuit grandement à la responsabilisation des parents dans les processus éducatifs de leurs enfants. Ici, les parents, avec l'alcool, il va poser certains actes gauches en famille. Ces actes gauches risquent de attaquer la valeur parentale. Donc, l'idéal, le mot parent, donc l'image que l'enfant avait de son père ou bien de sa mère, va ternir. La déconsidération des enfants vivant dans les familles d'accueil. Ici, chez nous, plusieurs enfants que nous accompagnons ne vivent pas dans leur famille. Certaines familles sont si pauvres, ils envoient les enfants chez un oncle paternel, chez une tante paternelle, chez un oncle maternel. Et là, l'enfant ne sera pas pris au même niveau que les autres enfants. Lui, il va manger à côté, dans la cuisine, et les autres vont manger au salon. Quand on achète les habits pour les autres enfants ou bien les souliers, ce ne sont que les habits usés de ses cousins qu'on va lui remettre. Et cela nous ronge aussi l'amour propre de l'enfant. La précarité des familles a pour conséquence de considérer les enfants comme des facteurs de production et non comme des enfants qui ont droit à l'affection et à l'écoute. Plusieurs enfants vivant dans des familles pauvres sont écartés, sont envoyés par leurs parents pour chercher la nourriture. Et le soir, chaque enfant doit venir avec sa part. Et arrivé en famille, celui qui n'a pas amené ne sera pas pris en considération. Il sera hué, il sera battu, il y aura toutes sortes de brimades qu'on va faire. C'est là à cause de la précarité des familles. Dans nos coutumes ici en Afrique, il y a un grand favoritisme des garçons par rapport aux filles. Et on va envoyer un garçon à l'école et la fille, on ne va pas l'envoyer à l'école. On va donner de beaux habits aux garçons, on va donner du respect aux garçons, mais la fille sera défavorisée. Et on lui dira tout le temps, quand tu seras chez toi, ton mari va s'occuper de toi. Et c'est là que le mari a un âge précoce pour qu'il puisse avoir quelqu'un qui va et va gâcher ses études. Quelles sont les techniques que nous utilisons aux parents, généralement ici chez nous, pour réduire les pratiques éducatives brutales, pour créer des interactions positives entre parents et enfants, pour renforcer les liens affectifs entre les parents ou les personnes qui ont accepté de prendre l'enfant en charge. En encourageant les familles, en encourageant les familles à adopter des pratiques d'éducation positive, on peut prévenir la séparation des enfants dans leur famille, le risque de maltraitance des enfants à la maison, le risque que les enfants soient témoins d'actes de violence entre parents,
ou entre eux-mêmes, et ainsi le risque de comportements violents entre enfants et entre enfants dans leur famille. Au PEDER, nous utilisons d'abord les réunions des parents. Dans les réunions des parents, nous organisons une réunion par mois. Chaque mois, il y a une réunion des parents. Et au début, il y a des termes généraux, il y a un sujet général qu'on traite avec tous les parents. C'est par exemple le rôle parentaux. On peut traiter un sujet sur l'adolescence, on peut traiter un sujet sur l'éducation diffuse, etc. Après avoir traité ces sujets-là, après avoir discuté sur ces sujets-là, les parents sont appelés, sont invités dans des petits groupes. Et dans des petits groupes, suivant leurs problèmes, les problèmes que nous avons avec leurs enfants, c'est par exemple la malpropreté, l'irrégularité, la fugue des enfants, une faible application dans les cours, et on va traiter ces points-là en particulier. Et à la fin, on prend des résolutions pour qu'on puisse améliorer les relations éducatives à la maison. Et les parents rentrent à la maison avec une certaine idée de leurs enfants, avec des nouvelles idées, et ils pourront maintenant mettre cela en application au sein de leur famille. Le deuxième moyen, c'est la deuxième technique, ce sont les ateliers de résilience avec les parents. Nous avons des ateliers de résilience avec les enfants, mais il y a aussi certains ateliers de résilience que nous organisons avec les parents. Ces ateliers de résilience, nous les organisons une fois le trimestre. Il y a certains sujets particuliers que nous traitons avec enfants et parents. Après avoir traité les sujets, ces ateliers favorisent la communication et le climat relationnel entre enfants et parents. Et l'enfant va comprendre au fur et à mesure, progressivement, quelle est l'idée, quelle est l'idéologie de la famille, quel est l'objectif de la famille, quel est le sens par lequel ils veulent arriver. Une chose qui nous a beaucoup impressionné et que nous avions remarqué, certains parents, après avoir assisté à un atelier de résilience dans le centre, ils vont en famille, ils répètent le même atelier avec leurs enfants. Je prends un exemple d'un atelier de résilience qu'un parent est venu nous raconter chez nous, c'est le blason de la famille. Avec le blason de la famille, il fallait qu'il puisse montrer quel est l'idéal de la famille à son enfant. Mais là, c'est que les autres enfants ne savent pas l'idéal de leur famille. Quel est l'idéal auquel ils veulent aspirer dans l'éducation? Ils sont allés en famille et ils ont repris le même. Les parents étaient satisfaits de trouver que les enfants ont compris sa vision de l'éducation. Nous avons aussi les ateliers de parentalité positive. Ces ateliers aussi se réalisent une fois le trimestre. Donc, si en janvier, nous avions réalisé un atelier de résilience, en février, nous aurons un atelier de parentalité positive. En avril, ce sera maintenant un autre atelier de résilience, et en mai, ce sera un atelier de parentalité positive. Et pour les ateliers de parentalité positive, ce sont certains parents, ce ne sont pas tous les parents qui sont invités. Nous ciblons certains parents qui ont des problèmes particuliers avec les enfants, qui ont des problèmes relationnels avec leurs enfants, et nous organisons ces ateliers-là. Dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous donner quelles sont les étapes que nous suivons. Et le quatrième élément, ce sont les entretiens individuels. Les entretiens individuels ici, nous pouvons remarquer qu'un enfant peut déclarer à un animateur « j'ai tel problème avec ma mère ou bien avec mes parents » et on invite les parents au centre. Ou l'animateur va faire une visite en famille, mais très souvent nous les invitons. Si les parents n'acceptent pas de venir, à ce moment nous devons aller. Et les entretiens individuels, là nous traitons l'animateur traite tête à tête avec les parents sur le problème de l'enfant. Et le parent aussi s'exprime. Et ensemble, ils trouvent une nouvelle voie pour bien mener l'éducation de l'enfant. Nous avons aussi les visites familiales. Ces visites familiales sont vraiment très capitales pour
des enfants qui sont en rupture partielle ou totale des liens familiaux. Ces visites familiales aident à avoir d'amples informations sur la situation de la famille. Un enfant peut fuguer, peut fuir sa famille pour certains problèmes et il n'a pas le courage de les dire. Mais quand on arrive en famille, on va les sentir. Et cela apporte un appui aux parents et cet appui-là, ça encourage le parent à prendre contact avec son enfant. Et l'enfant, dès qu'il trouve qu'on est déjà arrivé dans sa famille, il s'intéresse beaucoup plus à aller, il commence à demander beaucoup plus d'informations. Et à ce moment-là, on peut maintenant amener aussi l'enfant dans sa famille pour quelques visites et rentrer. Et progressivement, ce sera la médiation familiale qui se fait. Et avec cela, l'enfant pourra s'intégrer progressivement dans sa famille. La sixième technique, ce sont les médiations familiales. Ici, la médiation familiale a comme objectif de réconcilier l'enfant avec sa famille. Nous privilégions beaucoup plus d'abord les médiations séparées, donc les médiations indirectes. Et avant d'entamer la médiation, nous devons d'abord avoir l'aval de l'enfant. L'enfant qui va nous dire que vous pouvez maintenant commencer la médiation, il pourra nous expliquer quel est son problème. Et je pense que dans la troisième partie, on pourra encore y revenir. Et là, l'enfant, quand on entre dans sa famille, quand on commence la médiation, on commence à discuter, l'animateur écoute d'abord l'enfant, après avoir écouté l'enfant, il va écouter les parents. Dès qu'il y aura un consentement, à ce moment-là, on peut les mettre ensemble. Ils peuvent maintenant commencer à se parler. Puisqu'il y a certains enfants qui ont des grands conflits avec leurs parents et ils ne parviennent pas à s'exprimer devant leurs parents. Et à ce moment-là, la médiation, le processus de réunification, de mise en commun, de mise en relation, de réconciliation entre enfants et parents ne pourra pas se faire. Certains enfants ne sont pas acceptés par leur communauté. Et en n'étant pas acceptés par leur communauté, nous devons d'abord chercher à avoir un consensus, une médiation avec la communauté et pour que l'enfant puisse intégrer la famille. Donc, la médiation ici, ce n'est pas seulement avec l'enfant lui-même, mais aussi avec ses parents, mais avec tous les membres de la famille et même avec toute la communauté et tous les leaders qui sont dans la communauté. Nous avons aussi le groupe de travail avec les parents. C'est une autre technique, c'est la septième technique. Les groupes nous cherchons à trouver certains parents qui ont des problèmes communs. Prenons par exemple la fugue des enfants. Pourquoi les enfants ont fui? Alors, ces parents-là, nous les mettons ensemble et ensemble, ils commencent à réfléchir. Ils choisissent d'abord les thèmes sur lesquels ils vont discuter. Après avoir choisi les thèmes sur lesquels ils vont discuter, ils prennent un horaire, c'est quel jour où ils vont se rencontrer. Et une fois la semaine, ils se rencontrent dans les centres, ils discutent sur leurs problèmes et ils trouvent des solutions. Ils avancent. Très souvent, nous prenons 2 semaines, 2 mois plus tôt. Donc, après 6 séances, généralement, ils ont trouvé un consensus. OK, bon, je reviens. Bon, pour les groupes de parents, dont les mêmes difficultés, bon, que nous avions identifiées, nous avons déjà identifié qu'ils ont les mêmes difficultés, nous les réunissons. Très souvent, ils se réunissent entre 5 et 10 parents. Pas beaucoup, pas un grand groupe. Et là, les parents, ils définissent, bon, on leur montre les difficultés dans lesquelles ils vivent et après, ils proposent des thèmes sur lesquels ils vont discuter et ils font un calendrier. Une fois la semaine, ils se retrouvent dans les centres et ils discutent sur leurs problèmes. Et là, nous avions trouvé que les parents parviennent à se donner des conseils, à donner à leurs enfants, entre eux, à améliorer leur façon de se comporter devant leurs enfants. Et en dernier lieu, j'ai parlé de la mesure du bien-être. La mesure du bien-être, ici dans la mesure du bien-être, les parents s'auto-évaluent. Chaque parent va
s'auto-évaluer sur des mesures qui sont non économiques. Donc, il ne va pas évaluer il a combien de chemises, combien de pantalons, mais il va voir quels sont les relations, bon, les critères non économiques, par exemple, le respect, l'obéissance, la retenue de la colère, etc., etc. Donc, et là, sur une échelle de 1 à 10, il va se pointer, il va, une fois le mois, il va dire, ce mois ici, je suis au niveau, bon, prenons pour la retenue de la colère. Au mois de janvier, j'étais au niveau 3, c'est-à-dire que j'étais trop colérique. Et le mois suivant, il arrive à 5. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, il va à retenir sa colère et à avoir de bonnes relations avec ses enfants. La mesure du bien-être apprécie le degré d'intégration des enfants dans leur famille, dans les circuits familiales. Et ce degré d'intervention a aussi une répercussion sur les parents eux-mêmes. Parce que quand l'enfant est bien intégré dans sa famille, le parent se sent aussi bien à l'aise. Ce sont là les 8 techniques que nous utilisons le plus souvent. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Jean, pour cette intervention, oui. Même si c'était coupé, désolé. Merci beaucoup, Marie. Merci à Jacques de PDR pour la qualité de la présentation. J'ai quelques questions. Donc, la première, c'est... C'est Jean-Jean plutôt Sac. Ok, d'accord. Oui, je suis désolé. Oui. Ok, merci beaucoup. Bien. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez développer un peu le lien entre la parentalité positive et la parentalité responsable? Est-ce que le second n'est pas le résultat du premier? Oui, donc c'est une question. Le lien entre la parentalité positive et la parentalité responsable, est-ce que le second n'est pas le résultat du premier? Donc, la deuxième question, vous avez parlé des difficultés entre parents et enfants. Donc, parmi les difficultés, vous avez parlé de la déconsidération des enfants dans les familles d'accueil. Voilà. Est-ce que ça a un lien direct avec la parenté? Donc, est-ce que la prise en charge, la relation entre les enfants et les éducateurs dans les familles d'accueil, dans les centres d'accueil, ne doit pas faire l'objet d'un développement spécifique? La troisième question, par rapport aux techniques de PDR, voilà. Donc, comment est-ce que les parents sont choisis? Les parents qui participent aux ateliers de résilience, aux ateliers de parentalité positive, comment est-ce qu'ils sont choisis? Et comment est-ce que les thèmes sont choisis? Est-ce que les parents participent au choix des thèmes? Et l'autre constat, c'est que je n'ai pas suffisamment vu la participation des enfants dans vos techniques. Oui, c'est bien que les parents se retrouvent pour parler de la parentalité positive, mais est-ce que ça ne serait pas mieux aussi que les parents puissent connaître la psychologie de l'enfant? Voilà. Donc, est-ce que les enfants ne doivent pas participer à ces rencontres-là? Donc, c'était mes questions. Merci. Merci beaucoup. Le lien entre la parentalité positive et la parentalité responsable. Un parent qui est positif, un parent qui n'est pas brutal devant ses enfants, un parent qui se prend comme parent, qui cherche à améliorer ses relations avec ses enfants, à ce moment il devient directement un parent responsable. C'est-à-dire ce que vous avez dit, la conséquence de la parentalité positive, c'est la parentalité responsable. Là, vous avez tellement... Vous n'êtes pas à côté. La déconsidération des enfants dans les familles d'accueil. Ici, quand un enfant est déconsidéré, donc l'enfant est pris dans une famille. Au début, on l'accepte. On le choisit, on dit que bon, vous allez venir dans notre famille, nous allons te prendre en charge, nous allons évoluer ensemble. Mais arrivé là-bas, l'enfant est maintenant pris comme un esclave au lieu d'être pris comme un enfant. Et pour se dire parent, c'est que nous avions dit au début, la parentalité, ce n'est pas seulement une parentalité filiale,
C'est toute personne qui a accepté de prendre un enfant en charge pour son éducation, pour son bien-être. Donc, et pour précision, ce sont des familles d'accueil qui ne sont pas décidées par le juge. C'est les choses qui s'organisent entre les familles. Donc, il n'y a pas de contrôle institutionnel. On peut passer à la question sur le choix comment sont choisis les parents et comment sont choisis les thèmes. Oui, comment est-ce que les thèmes sont choisis? Et les parents sont choisis en fonction de leurs enfants. Donc, ce sont les enfants qui suivent les ateliers de résilience, mais pour que les parents puissent cheminer avec leurs enfants, il y a certains ateliers spéciaux qui font intervenir plutôt enfants et parents. Et ces ateliers sont bien précis. Et là, je peux citer certains ateliers. C'est par exemple le blason de la famille, c'est par exemple la main des aides, la ligne du temps. Ce sont des actions bien choisies et qui ont été développées dans les modules des ateliers de résilience. Donc, on travaille avec les enfants et puis à un certain moment, il faudrait que les parents puissent devenir aussi résilients. Donc, nous ne voulons pas que l'enfant puisse être résilient et qu'en définitive, quand il rentre dans sa famille, qu'il puisse encore trouver un milieu qui n'est pas résilient. Quand il entre dans un milieu qui n'est pas résilient, il va encore rechuter. C'est pourquoi il y a certains ateliers qui aident les parents à devenir résilients, à mieux comprendre leurs enfants et à mieux aider leurs enfants dans leur éducation. Pour la parentalité positive, nous choisissons les parents aussi en fonction des enfants. Mais ici, nous prenons certains enfants qui ont des problèmes communs. Ici, nous partons des enfants qui ont des problèmes communs. En ayant ces problèmes communs-là, nous invitons leurs parents. En invitant leurs parents, nous allons maintenant travailler notre atelier de parentalité positive. Je pense que dans la deuxième partie, je vais expliquer comment est-ce que tous les cheminements par lesquels nous passons. Merci Jean-Jean. Il y a une autre question? Il y a Rose qui a une question et puis après on va faire une petite pause. Donc Rose, tu as la parole. Bien, merci Marie-Laure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon Rose. Oui, très bien, je merci. vous entends. Et merci pour la présentation. J'ai une question. Comment accompagner les parents à connaître vraiment la psychologie de l'enfant, surtout pour les parents qui accueillent, les familles d'accueil? Également, comment aider les parents géniteurs à accepter les enfants de nouveau? Merci. Ok, merci de la question. Pour les parents, comment est-ce qu'on va aider les parents à connaître la psychologie de l'enfant? Ici, dans les réunions avec les parents, il y a certains thèmes que nous traitons. Donc, avant d'aller dans des termes particuliers, il y a certains termes généraux. C'est par exemple la vie de l'enfant entre 5 et 10 ans. Nous traitons, nous discutons, un animateur, surtout un psychologue comme un psychopédagogue ou un psychologue, développe ces thèmes-là. Après, il y aura des questions que les parents vont poser et il y aura certaines recommandations. Donc, c'est dans les réunions dans les réunions des parents que nous traitons ce genre de questions. Et les parents posent leurs questions pour qu'ils puissent comprendre à mieux. Ici, en mettant en application les principes ou les ateliers de parentalité positive, en faisant intervenir les parents dans les ateliers de parentalité positive, les parents pourront accepter progressivement leurs enfants. Nous avons déjà remarqué certains enfants, bon, ici je prends un exemple des enfants qui sont dans les quartiers spéciaux de la prison. À un certain moment, les parents ne veulent pas aller les voir. Mais dès que les parents, nous parlons aux parents et que nous les invitons à aller visiter leurs enfants et ils participent aux ateliers de résilience, de parentalité positive, et que les enfants s'expriment convenablement, les enfants deviennent ouverts à leurs parents, les parents parviennent petit à petit à accepter leurs enfants et ils interviennent pour que l'éducation de ces enfants-là puisse aller de l'avant. Donc, les ateliers de parentalité positive aident les parents à être des parents positifs, aident les parents à devenir plus coopérants avec leurs enfants, aident les parents à mieux écouter leurs enfants.
à ne plus le rejeter. Bien sûr, on utilise aussi d'autres techniques que nous avions citées là un peu plus haut. Donc, toutes ces techniques-là vont de pair. Donc, on ne va pas se limiter seulement aux ateliers de parentalité positive, mais aussi on fait les visites en famille, on les fait participer aux ateliers de résilience, on fait la mesure du bien-être, ainsi de suite. Ça dépend du problème que l'enfant a ou bien qu'il y a entre la relation entre enfants et parents. Et toutes ces techniques-là aident les parents à accepter leurs enfants et à les prendre en considération. Merci. Je ne sais pas si Rose a bien compris la réponse. Oui, merci Jean-Jean. Merci bien. Il y avait la question de Aimé de Kinshasa qui concerne l'auto-évaluation. Comment concrètement le parent s'auto-évalue? Alors, il précise, les indicateurs de départ seraient des problèmes de parents, manque de retenue, manque de dialogue avec les parents. Et par la suite, le parent doit dire s'il a évolué positivement. Mais si c'est comme ça, cela exige de l'honnêteté de la part des parents. Pensez-vous que les parents s'évaluent vraiment objectivement? Bon, le premier élément est que le parent doit d'abord définir les critères de cette évaluation-là. C'est-à-dire, le parent définit le bien-être. Quels sont les éléments qui interviennent dans le bien-être? Et s'il est hypocrite, il s'auto-évalue d'une mauvaise façon. Bon, c'est lui-même. Mais à un certain moment, il va se retrouver qu'il est toujours au point zéro. Il est toujours au point zéro et que ça n'avance pas. Et à ce moment-là, il pourra être sincère envers lui-même. Ici, nous invitons beaucoup plus les parents à être sincères envers eux-mêmes pour qu'ils puissent bien s'auto-évaluer. Et d'ailleurs, c'est une mesure qui est, cette auto-évaluation est confidentielle. Il peut garder ça sans présenter ça à l'animateur. C'est lui-même qui s'auto-évalue. Et c'est lui-même qui va dire que je suis en bonne relation avec mon enfant et mes relations avec mon enfant vont positivement. Donc, ce n'est pas une évaluation où il va passer des classes, il va tricher. Donc, s'il triche, c'est lui-même qui se rend un mauvais service. Ok, merci pour la réponse. Ok, merci. Tu vas pouvoir continuer sur la deuxième partie et les autres questions viendront pour la deuxième partie alors. Ok, merci. Bon, la mise en œuvre de la parentalité positive au PDR. Ici, quels sont les éléments, les principes qui guident la pratique de la parentalité positive? Ce sont les mêmes principes qui sont dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Le premier principe, c'est viser l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, quand on utilise les ateliers de parentalité positive, c'est pour le bien-être de l'enfant et non pas pour le bien-être du parent. C'est le parent qui doit chercher à changer. Le premier principe, c'est viser l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est le premier principe. Donc, ce n'est pas le bien-être du parent que nous cherchons dans les ateliers de parentalité positive, mais plutôt le bien-être de l'enfant. Le deuxième principe, c'est faire participer l'enfant à la résolution de ses problèmes et à la construction de son avenir. Ici, c'est la participation en soi. Donc, le parent ne va pas chercher à trouver des problèmes, ne va pas chercher à trouver des solutions aux problèmes de l'enfant, mais l'enfant va chercher à solutionner ses problèmes. Et le parent ne sera maintenant qu'un aide. Un aide qui l'aide, qui travaille avec lui pour qu'on puisse arriver à la résolution du problème. Et le troisième principe, le deuxième principe, c'est faire participer l'enfant à la résolution de ses problèmes et à la construction de son avenir. Ici, c'est la participation de l'enfant que l'on cherche. Ce n'est pas assez que le parent puisse donner des solutions toutes faites à ses problèmes, mais plutôt l'enfant doit participer, doit travailler, doit être actif pour résoudre ses problèmes. Le troisième principe, c'est se donner le temps d'écouter l'enfant. C'est l'écoute de l'enfant. Ici, l'enfant doit s'exprimer et le parent doit se donner du temps.
doit être attentif à ce que lui dit l'enfant. Dans les relations courantes, c'est le parent vient toujours conseiller. Il conseille l'enfant, mais à la longue, l'enfant peut rejeter. Mais ici, nous faisons le sens contraire. C'est l'enfant qui parle maintenant à l'enfant. Il lui parle de ses problèmes. Il lui propose des solutions. Et le parent écoute et il pose maintenant des questions à l'enfant pour que l'enfant puisse donner des solutions plus appropriées à ces problèmes. Le quatrième principe, c'est donner à l'enfant les moyens appropriés pour se sentir puissant et responsable. Ici, ce sont des moyens à la fois psychologiques, intellectuels, physiques et moraux. Donc, les parents doivent fournir à l'enfant des occasions pour se développer à la fois intellectuellement, physiquement, moralement, pour qu'il puisse être équilibré et pour qu'il puisse être capable à résoudre ces problèmes. Ce sont là les 4 principes qui guident les ateliers de parentalité positive. C'est bon, Jean-Jean. OK. Donc, le déroulement d'un atelier de parentalité positive. L'atelier de parentalité positive se passe en 3 temps, en 3 phases. Il y a la phase préparatoire, il y a la phase pratique, il y a aussi le suivi. Dans la phase préparatoire, 2 semaines avant la tenue de l'atelier de parentalité positive, l'équipe d'animation identifie les enfants ayant les mêmes problèmes éducatifs, ayant les mêmes difficultés éducatives. C'est par exemple le vol, l'arrogance, la consommation de la drogue, le retour tardif en famille, ainsi de suite. Vous comprenez que nous partons de l'enfant? Oui? Vous comprenez bien? Nous partons de l'enfant pour arriver aux parents. Ce sont les problèmes éducatifs des enfants qui vont nous amener à aller vers leurs parents. Durant la même semaine, nous sommes toujours dans la phase préparatoire, durant les 2 semaines avant la tenue, on fait des visites en famille. On dépose les invitations aux parents pour qu'ils puissent participer à l'atelier de parentalité positive. Une semaine avant l'atelier, on répare encore pour rappeler les parents de la tenue. Et à la veille, par des coups de téléphone, on appelle encore les parents le lendemain pour qu'ils puissent participer à l'atelier de parentalité positive. Là, nous sommes dans la phase préparatoire. Dans la phase pratique maintenant. Dans la phase pratique, on invite les parents. Les parents s'asseyent à côté de leurs enfants. Donc, ils ne seront pas séparés, mais plutôt, chaque parent se met à côté de son enfant. Si l'image pourrait nous montrer... Donc, OK, installation. Chaque enfant se met à côté de son parent. Là, ce rapprochement physique entraîne aussi un rapprochement psychologique. Et nous invitons souvent, nous ne dépassons pas 15 parents. Donc, dans l'atelier, c'est au maximum 30 personnes. 30 personnes, donc 15 parents et 15 enfants. J'ai participé aux ateliers de parentalité positive. 155 enfants ont renoué des relations harmonieuses avec leurs parents. En tout cas, ils sont vraiment très intégrés dans leur famille. Ils se sentent vraiment à l'aise. Et 119 ne sont pas encore arrivés à s'intégrer complètement. Mais un pas est déjà fait, ils ne sont plus en conflit ouvert. L'enfant rend visite à sa famille, l'enfant entre dans sa famille et l'enfant vit convenablement, commence à s'intégrer. Et nous espérons qu'avec le temps, ils pourront aussi s'intégrer totalement dans leur famille et la vie familiale pourra encore reprendre son rythme normal. Et pour terminer, je vais donner 2 petites histoires. 2 petites histoires. L'histoire d'un échec, d'une réussite et l'histoire d'un échec.
C'est un enfant que nous avons surnommé Trésor. Il a 14 ans. Cet enfant est orphelin de père et de mère. Deux parents sont morts du sida. Le père était militaire, il n'était pas originaire du milieu, et la mère n'était pas aussi originaire du milieu. Mais à la mort du père, des deux parents, l'enfant a été accusé par les voisins de sorcier, que c'est lui qui a tué les deux parents. Et l'enfant fut rejeté, il a commencé à vivre dans la rue. Il fait un jour, une bonne Samaritaine l'avait pris en charge, l'avait amené dans sa famille. C'était un ouf de soulagement pour cet enfant-là. L'enfant a commencé à vivre dans cette famille-là, et en vivant dans la famille, l'enfant a été discriminé. L'enfant ne mangeait pas avec les autres, et c'est lui, toutes les fautes qui arrivaient dans la famille, on les lui imputait. Et sa vie était devenue trop dure. Mais l'enfant ne pouvait plus quitter la famille parce qu'il avait déjà connu la rue et la rue ne lui a pas donné de bons résultats. Il a commencé à fréquenter les activités du centre, PEDER, et un jour, il s'est exprimé à l'animateur. Et en s'exprimant à l'animateur, il a dit que je vis dans une famille, mais dans cette famille-là, on me maltraite. On avait invité les parents, un groupe de parents qui avaient le même problème sur la violence intrafamiliale. On a traité un sujet sur la violence intrafamiliale. Et le tuteur de Trésor, le mari ne s'était pas présenté, mais plutôt c'est la mère qui s'est présentée. Et Trésor, dans la phase interactive, Trésor a présenté son problème. Il s'est exprimé devant sa tutrice. Et c'était un moment très pathétique. La mère a senti que c'était elle-même qui était attaquée, qui était agressée. Ils n'ont pas pris la résolution sur les champs, mais ils sont allés en famille. La mère a expliqué tous les problèmes de l'enfant Trésor aux membres de la famille, et toute la famille a pris la résolution d'intégrer le Trésor dans leur famille et de ne plus faire des brimades pour cet enfant-là. Trésor, les relations se sont améliorées et Trésor s'est senti à l'aise. Trésor et la tutrice sont venus maintenant au centre pour présenter les engagements qu'ils ont pris en famille. Aujourd'hui, Trésor est très épanoui. Trésor se sent très bien et il est très intégré dans la famille. Là, c'est une histoire vraiment positive que nous avions pu rencontrer avec cette famille-là, avec ce petit Trésor. Il continue à suivre les cours d'alphabétisation et j'espère que dans 2 ans, comme il a 14 ans, nous attendons qu'il puisse avoir 15 ans ou 16 ans pour qu'il puisse entamer directement la formation professionnelle. Une autre histoire, c'est une histoire d'échec. La vie n'est pas toujours faite des aspects positifs. Il s'agit de la fille Madeleine. Les deux parents sont séparés. Le père ne s'est plus remarié et la mère s'est remariée et a eu 7 enfants avec le nouveau mari. Madeleine vivait avec sa mère, mais à un certain moment, Madeleine s'est brouillée avec le deuxième mari de sa mère. Madeleine a choisi de rentrer chez elle, de vivre avec son père. Mais en famille, le père était très brutal. C'est un fumeur de chanvre et Madeleine a copié le comportement de son père. Elle aussi a commencé à consommer les chanvres. On a senti que le comportement de Madeleine allait du mal en pire. On avait invité les parents au centre, il ne s'est pas présenté. À la 4e reprise, à la 4e invitation, ce sont les animateurs qui sont allés chez Madeleine. Mais arrivé là-bas, avant de débuter l'objet de la visite, le père a commencé à raconter tout un chapelet de ses problèmes, que sa vie ne va pas très bien, la vie est à cause de sa femme, et ainsi de suite. Et finalement, il a commencé à battre Madeleine devant l'animateur. L'animateur a cherché à séparer, mais a pris la poudre d'escampette, il a fui. Le même soir, il a pris un bateau
il est allé à Goma et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. C'est une histoire d'échec à laquelle nous avons pu assister, mais nous avions eu d'autres aspects positifs qui nous ont encouragés et qui nous ont aidés à avoir confiance dans la technique de la parentalité positive. Quelques défis rencontrés lors de la tenue des ateliers de parentalité positive. La préparation des ateliers de parentalité positive demande beaucoup de temps et de sacrifices. Des fois, on doit parcourir de longues distances pour contacter chaque parent, puisque chaque parent, avant de participer, la première invitation, on doit lui remettre cela à main propre. L'invitation doit lui être présentée. La deuxième difficulté est que certains parents ne se présentent pas aux ateliers de parentalité positive, malgré les invitations. Même à la veille, il va dire oui. Mais en réalité, lui, il ne veut pas arriver. Donc, l'absence de certains parents font à ce que ce qu'on a prévu ne pourra pas donner de fruits. La troisième difficulté, certains enfants ne sont pas ouverts envers leurs parents. Donc, il va présenter le problème superficiellement au lieu d'entrer dans le du problème. Et là, on va donner des solutions superficielles au lieu de donner des solutions qui sont réelles, qui sont adaptées à la situation de l'enfant. Enfin, le suivi des engagements pris par les deux parties prend beaucoup de temps aussi. Il faudrait encore passer dans chaque famille, voir si les engagements qui ont été pris ont été respectés. Et que chacun puisse être aussi sincère pour dire, je me suis décidé, l'enfant dit par exemple, je me suis décidé d'arriver tôt en famille, de ne pas dépasser 18 heures avant d'être en famille. Mais il va dire, bon, non, j'arrive toujours à temps et pourtant, ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, il y aura encore des discussions entre enfants et parents et on pourra encore reprendre le processus à zéro. C'est ça, en bref, ce que je voulais présenter pour les ateliers de parentalité positive. Il y a quelques outils que j'ai préparés. Il y a la fiche technique de la tenue des ateliers de parentalité positive. C'est dans les annexes. Il y a la fiche technique de la médiation familiale que je vais après. Ce sera la troisième partie. Il y a la fiche technique de l'atelier de la parentalité positive. Et ici, j'ai donné aussi un formulaire de la mesure du bien-être. C'est pour les cas des filles qui sont à rupture totale des liens familiaux. On a travaillé avec elles, elles ont pu donner certains éléments. C'est pour donner aux autres l'idée d'une fiche de la mesure du bien-être. C'est ça, en bref, ce que j'ai pu préparer pour la deuxième partie de mon exposé. S'il y a des questions, on peut les poser et nous allons essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Jean. Muy importante. Il est très important ce dont vous avez parlé. Nous, les tertiaires capuchins en Colombie, nous avons participé à une investigation sur la violence entre fils et parents. Un des thèmes, cette violence que les enfants ont envers des parents psychologiques, émotionnels, économiques, physiques. Et selon ce que j'entends, je crois que l'une des choses que nous pouvons même faire pour cette parentalité positive, c'est d'offrir des instruments pour gérer ce genre de violence qui est resté dans le silence dans beaucoup de pays, mais en pays comme l'Espagne, il y a une loi déjà contre la violence entre fils et parents qui est différente de la violence domestique. C'est ainsi que ceci a été présenté en Espagne. Il est très important précisément pour avoir des bénéfices sur cette parentalité positive de toutes les parties. Et la question que j'ai à poser est
s'il y a des programmes pour aussi adresser, donc, vu que c'est un phénomène social, pour pouvoir aborder dans notre pays ce genre de comportement que nous voyons de la part des enfants envers ses parents. Merci. Si ce sont les enfants qui sont agressifs avec leurs parents, oui. Là, avec les ateliers de parentalité positive, on peut aussi organiser un atelier dans ce sens-là. Et là, on présente l'agressivité, on discute d'abord sur l'agressivité en général. Et après avoir discuté sur l'agressivité en général, les parents, dans la partie essentielle pour l'atelier de parentalité positive, c'est la deuxième partie. Donc, la partie qui traite de relations positives. Donc, la partie de l'interaction active entre parents et enfants. Et l'enfant pourra maintenant parler à son parent. Pourquoi est-ce qu'il est agressif? Est-ce que c'est le parent qui le provoque? Et puis, l'enfant va s'exprimer. Et il y aura aussi d'autres activités que nous allons mener envers l'enfant. Envers l'enfant, nous allons, par exemple, avec les ateliers de résilience, lui présenter certains ateliers qui montrent, je prends ici la ligne du temps. Oui, la ligne du temps. L'enfant pourra, par exemple, montrer quels sont les aspects positifs qu'il a connus dans sa vie et qu'est-ce qu'il a procuré. Et là, l'enfant est négatif. Qu'est-ce qu'il a beaucoup blessé dans sa vie? Et là, il y aura maintenant un travail du psychologue qui pourra d'abord travailler, qui pourra aussi travailler, le psychologue clinicien, qui pourra aussi travailler sur l'enfant pour qu'il puisse, les traumatismes qu'il a connus dans son vie, qu'il puisse les surmonter. Mais aussi, on associe ce travail du psychologue clinicien au travail de parentalité positive. Donc, la parentalité positive, on ne doit pas la prendre comme seule. Il y a d'autres éléments qui se greffent autour de la parentalité positive. Ce sont les différentes techniques que nous avons données un peu plus haut. Oui, merci beaucoup Marie-Laure. Et merci pour Jean-Jean pour la brillante présentation et surtout les expériences pratiques au niveau des terrains. Et justement, il y a une question qui a été posée par Aimé. Et on a aimé vraiment la question et les commentaires qu'il a donnés, c'est très pertinent. C'est qu'il est toujours difficile de faire une auto-évaluation, surtout dans un contexte, par exemple, de parentalité. Je lis avec aussi la masculinité positive, mais il y a toujours les critères clés, donc ce qu'on appelle le marqueur de progrès dans le cadre de la transformation et des comportements ou bien l'adoption des pratiques redevables. Il y a toujours de ce qu'on se fixe avant. Et je sais que Jean-Jean, on est dans le même contexte, on a les mêmes activités. Il y a toujours une évaluation des bases. Et aussi, qu'est-ce que ça doit faire? Qu'est-ce que la parentalité doit refléter? Quels sont les indicateurs clés d'une bonne parentalité responsable? Les parents sont déjà préparés à ça vraiment pour dire je suis parent. Je suis parent responsable. Quels sont les indicateurs clés qui demandent ça? Et en ayant toujours l'intervention, on a toujours revenu pour les mêmes personnes pour voir qu'est-ce qu'eux ont changé vraiment dans leurs attitudes, dans leur façon de faire. Et dans ces changements-là, il doit avoir les outils renseignent qu'est-ce qui est observable, qu'on peut vraiment documenter, qu'on peut avoir des preuves. Et la personne doit toujours comparer de ce qu'il faisait avant et les nouvelles pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait différemment avec des exemples à l'appui? Donc, cela montre quand même et essaie de voir que même c'est une auto-évaluation qui soit vraiment très positive, qui reflète les changements observables. Mais ces méthodes-là sont toujours complétées par ce que la personne a dit et ce que peut-être les personnes autour du sujet ont dit. Ça peut être contre-vérifié.
Et on a toujours trouvé des parents comme ça qui disent, ils donnent un exemple et ils disent, vous pouvez demander à mes enfants comment j'étais avant. Vous pouvez demander à mes voisins. Vous pouvez demander aux autres personnes autour. Vous pouvez demander à mon église. Donc, la personne donne vraiment une auto-évaluation, mais aussi vous donne des références où est-ce que vous pouvez vérifier ce qu'il dit si c'est vrai. Et c'est toujours observable. Je crois qu'il y a toujours lieu de trianguler les informations pour se rassurer que quand même et les marqueurs de progrès ont été vraiment suffisamment suivis et aussi mis en pratique par la personne que vous êtes en train de suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benin, pour les ajouts. Et je vois que nous travaillons tous dans le même sens. Alors, on peut passer à la troisième partie. Il nous reste 10 minutes. Oui, on peut passer à la troisième partie, le processus de médiation familiale. Donc, ici, le processus de médiation familiale ne prend pas un jour. C'est tout un processus, ça prend beaucoup de temps. Ça peut même prendre 6 mois, ça peut même prendre toute une année. Et le premier élément de départ est que l'enfant puisse d'abord accepter à ce qu'on puisse commencer la médiation familiale. Ici, vous voyez que c'est la participation de l'enfant qui implique d'abord, qui puisse d'abord accepter qu'on puisse commencer la médiation familiale. Et là, nous avons 4 étapes. On va d'abord définir avec l'enfant la réunification familiale. Donc, faire définir par l'enfant la réunification familiale. Qu'est-ce qu'il entend par réunification familiale? Pour certains, ils trouvent que vivre dans la rue, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait, ça ne le dérange pas. Il aimerait mieux vivre dans la rue que de vivre en famille. Et là, il y a un certain accompagnement que nous réalisons pour ces genres d'enfants. Le deuxième élément dans cette définition, faire trouver par l'enfant les avantages à court terme, à moyen terme et à long terme de la réunification familiale. Du point de vue affectif, social, sanitaire, sécuritaire, etc. Là, quand on se met déjà d'accord sur cela, on peut maintenant passer à la phase suivante. La rupture des liens familiaux. Cette première partie, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, ça dépend de chaque enfant et ça dépend du temps que l'enfant a passé aussi dans la rue. Ça dépend aussi du degré de conflit que l'enfant a eu avec sa famille. La rupture des liens familiaux, c'est le deuxième élément. Faire trouver par l'enfant les causes profondes qui l'ont poussé à rompre les liens familiaux. Que l'enfant puisse trouver. Ce n'est pas l'animateur qui va commencer à inventer. Est-ce que tu es parti, tu as quitté ta famille à cause de ceci ou à cause de cela? Que l'enfant lui-même puisse découvrir. Après avoir donné toutes ces causes-là, on trouve la pertinence de chaque cause. On fait l'analyse de chaque cause. Il y a certaines causes que l'enfant va donner. Oh, mes parents ne m'aiment pas. Oui, les parents ne t'aiment pas. Tes parents ne t'aiment pas. Mais quelles sont les preuves qui montrent que les parents ne t'aiment pas? Et quand on va commencer à balayer, bon, cette raison-là, cette cause-là sera écartée. Et on passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième cause. Finalement, on va trouver la cause majeure. La cause majeure qui fait que l'enfant, la cause majeure qui est à la base de la rupture des liens familiaux. On passe au troisième élément, la recherche de la réconciliation. Ici, la recherche de la réconciliation, on fera d'abord citer à l'enfant les membres de la famille, tous les membres de la famille, grand-père, oncle maternel et paternel, tante maternelle et paternelle, parents directs, frères et cousins et leurs adresses, qui puissent d'abord donner tous ces éléments-là. Et ce qui nous aide aussi à le faire, c'est le blason de la famille. Il y a un atelier qui nous aide un atelier de résilience, qui nous aide à trouver tous les membres de la famille et même les relations qu'il a avec ses parents-là.
Alors, on passe au deuxième élément, faire découvrir par l'enfant les relations cordiales qui existent entre ses membres de la famille. Puisqu'il y a certains enfants, quand une fille, chez un oncle paternel A, le parent de l'enfant vient agresser l'autre oncle. Alors, à ce moment-là, il faudrait d'abord savoir quelles sont les relations cordiales qui existent au sein de la famille. Quels sont les parents avec qui le père de l'enfant ou bien les parents de l'enfant sont en bonne relation. Et de préférence, c'est envers ces parents-là qu'on pourra faire réunifier l'enfant. Le troisième élément, faire trouver par l'enfant les relations cordiales qui existent entre lui et ses membres de la famille. Le deuxième élément, c'était que les relations qui existent entre les membres de la famille. Maintenant, ici, le troisième élément, les relations qui existent entre l'enfant et les autres membres de la famille. Faire trouver par l'enfant les moyens pour résoudre la cause majeure de la rupture des liens familiaux. On connaît déjà les membres de la famille, on connaît déjà les relations qui existent dans la famille, on connaît déjà là où l'enfant préfère être réunifié, là où il a de bonnes relations. On fait trouver à l'enfant les causes. On fait trouver à l'enfant les moyens pour résoudre la cause majeure de la rupture des liens familiaux. Dès que l'enfant a trouvé les moyens pour résoudre ce problème-là, analyser avec l'enfant les moyens. Très souvent, les enfants donnent des moyens qui sont superficiels. Je voudrais avoir de l'argent. Mais quand est-ce que tu auras de l'argent? Tu gagnes toujours de l'argent dans la rue. En gagnant de l'argent, en étant dans ta famille, tu ne peux pas aussi gagner de l'argent. Et avec cela, on analyse les moyens trouvés, faire trouver par ordre de préférence. Donc, je reprends, faire trouver par l'enfant les moyens pour résoudre la cause majeure de la rupture des liens familiaux. Pour trouver ces moyens-là, on analyse avec l'enfant les moyens trouvés. On analyse pour arriver à une bonne solution. Ensuite, on fait trouver par ordre de préférence 3 membres de la famille avec qui la réconciliation devra donner les meilleurs résultats. Donc ici, on ne voudrait pas que l'enfant puisse nous donner un seul membre de la famille, mais qu'il puisse nous donner 3 membres de la famille. C'est-à-dire, si ça échoue au premier, on peut aller au second. Si ça échoue au premier et au second, on a encore la chance d'aller trouver un 3e. Trouver avec l'enfant le délai de la réunification familiale. Tu voudrais rentrer dans ta famille, chez le membre de la famille, à quelle date? Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 semaine, dans 2 jours, et on étudie avec l'enfant. Chercher le membre de la famille qui présente les meilleurs atouts pour la réunification. On va le chercher, va chez lui, et on discute, c'est l'autre élément, on discute avec lui de la situation de l'enfant. On discute avec le membre de la famille de la situation de l'enfant. J'ai dit au début que nous préférons faire la médiation indirecte. Dès qu'on a déjà trouvé un compromis avec les membres de la famille, là, on pourra maintenant aller trouver encore l'enfant. On fait visiter l'enfant, la famille dans laquelle où le compromis a été trouvé. On fait visiter, il arrive là-bas, il y rentre. Un autre moment, il pourra passer le week-end là-bas, il rentre encore, ainsi de suite. Finalement, ce sera 1 semaine qu'il va passer là-bas et à un moment, il va rester définitivement dans sa famille. Lui laisser le temps de parler avec sa famille en compagnie de l'animateur, puis seul. Donc, à un certain moment, quand on fait la médiation, la réconciliation, la médiation familiale, l'animateur sera comme un médiateur. Mais à un autre moment, au deuxième temps, on laissera l'enfant et le membre de la famille parler de leurs problèmes, se parler sincèrement. Et ici, on demande toujours aux parents de donner beaucoup plus le temps à l'enfant de parler. Ne pas commencer à le sermonner. Puisque quand il commence à le sermonner, l'enfant va se sentir encore culpabilisé et il pourra encore fuir. Et la médiation ne pourra plus réussir. Si possible, on pourra revoir le délai de la réunification. On pourra, avec les parents, on pourra maintenant étudier
parents et enfants, on pourra maintenant étudier quel serait le délai convenable pour que l'enfant puisse rentrer définitivement dans sa famille. Le quatrième élément, c'est la réunification familiale proprement dite. Décider avec la famille le jour de la réunification familiale et amener l'enfant dans sa famille. Et puis, on fait signer le certificat de réunification familiale. Après cela, on pourra faire le suivi après la réunification. Ce sont là les éléments que les différentes étapes que nous suivons dans le processus de la médiation familiale. C'est-à-dire, en bref, on commence d'abord avec l'enfant, on analyse avec l'enfant qu'est-ce que la réunification familiale, les causes de la rupture, et puis on cherche, l'enfant donne les membres de la famille avec qui la réunification pourra réussir, on va maintenant trouver les membres de la famille. Et on ne se limite pas aux membres de la famille, on voit aussi les autres, toute la communauté dans laquelle vit l'enfant. On pourra aussi voir les voisins, les leaders religieux, les autres membres de la famille avec qui on pourra travailler. La photo que nous voyons devant nous, la fille qui est là au milieu, c'est elle qui avait été réunifiée. Mais de gauche à droite, nous avons les membres de la famille. Devant elle, accroupie, c'est sa mère, avec l'animatrice qui a amené l'enfant. De l'autre côté, nous avons le chef d'avenue et le pasteur de son église. Et avec cela, on termine avec la réunification et l'enfant pourra rester durablement dans sa famille. C'est ça, en bref, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Jean. Bravo pour cette intervention malgré toutes les difficultés techniques qu'on a eues. D'accord, merci. Oui, bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Merci Jean, merci Jean-Jean, merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié. La question que je me pose, parce qu'il a dit tout à l'heure dans son intervention que l'enfant pour la médiation et autres, la réunification, on doit aller chaque fois, l'enfant doit aller en famille, la famille qui doit l'accueillir, revenir, ainsi de suite. Et aussi demander à l'enfant combien de temps est-ce qu'il compte aller chez ses parents. Mais nous, on sait qu'avec les institutions, nous sommes, comment je peux dire ça, confinés dans un temps. Parce qu'on te dit, l'enfant doit rester dans votre institution minimum 3 mois, maximum 3 mois, et 6 mois, pardon. Est-ce que durant parce que le temps que l'enfant arrive, le temps qu'il nous donne les informations réelles pour qu'on puisse faire, il a déjà peut-être dépassé 3 mois, 4 mois. Donc, il nous reste pratiquement 2 mois si on veut suivre la loi. Est-ce qu'on aura le temps de faire comment on appelle ça même, ce qui prescrit? Le va-et-vient. Oui, le va-et-vient. Pour que l'enfant, comme il a dit, reste vraiment dans la famille. Merci. Oui, la loi prescrit quelque chose. Là, c'est légal. La réalité sociale fait assez que on puisse aller, on ne va pas précipiter. Si on voudrait arriver à une réunification solide, à l'intégration totale de l'enfant dans sa famille, il faut y aller progressivement. Et je disais aussi, cela dépend aussi du degré de conflit que l'enfant a eu avec sa famille. C'est ça. Mais ici, 3 mois, même ici chez nous, en République démocratique du Congo, le délai est de 3 mois, renouvelable une fois et au maximum 2 fois. Mais il y a certains enfants avec qui nous vivons, après 2 ans, l'enfant ne donne pas son adresse. C'est ça. Est-ce qu'on pourra le jeter dans la rue? Non. On reste avec l'enfant et on cherche encore. On va encore au tribunal pour enfants pour renouveler et expliquer davantage ce qui fait retarder la réunification de l'enfant. D'accord. C'est ça, c'est ce que je peux donner. Donc, la loi dit une chose, mais la réalité sociale dit autre chose. Effectivement. Oui, oui. La réalité sociale nous impose d'autres choses qui sont parfois contraires à la loi. Et dans d'autres institutions, on va dire que on a privatisé les enfants, on a institutionnalisé les enfants, on a fait ceci. Mais pour certains enfants, on doit aller lentement. C'est ce que je puis vous répondre, Emilienne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Thomas. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Alors, on va clôturer. Merci encore, Jean-Jean du PEDER, pour ton intervention. Ça a bien montré, moi, je retiens vraiment qu'il y a beaucoup... Le travail avec les parents part du travail qui est fait avec l'enfant. Que ça part des échanges avec l'enfant, de ce que l'enfant ressent avec ses parents, et que c'est à partir de là qu'on va travailler les relations avec les parents.
Donc ça, c'est... Et il y a différents outils que vous utilisez qui sont complémentaires. Et j'invite vraiment tout le monde à regarder sur le Moodle. Il y a différentes fiches techniques qui ont été partagées par Jean-Jean, voilà, et qui vont pouvoir vous guider dans la compréhension, dans l'adaptation peut-être de certaines pratiques. Voilà, c'est vraiment... Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour nous avoir donné cette occasion de partager notre expérience. Et peut-être dans l'avenir, nous pourrons aussi profiter de l'expérience des autres. Ils peuvent nous écrire et nous pouvons encore nous partager encore davantage notre expérience. Merci beaucoup. Oui, ça mériterait encore beaucoup d'échanges entre régions selon les problématiques. À la semaine prochaine et bonne fin de semaine.